Référendum sur la révision constitutionnelle au Rwanda. Le scrutin se déroulera le 18 décembre prochain. Enfin, en Centrafrique, le rejet de la candidature de François Bozizé à la présidentielle de décembre a suscité de vives tensions mardi à Bangui. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous de cette édition que nous ouvrons par la Côte d'Ivoire où Guillaume Soro n'est plus visé par un mandat d'amener en France. L'immunité diplomatique dont bénéficie le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a été finalement reconnue par la justice française. Le retrait de ce mandat d'amener fait suite à la hausse de ton d'Abidjan. En effet, le chef de la diplomatie ivoirienne a vivement protesté contre Paris et convoqué l'ambassadeur français au ministère des Affaires étrangères. D'après Charles Kofi Dibi, ce mandat viole complètement les accords de coopération, la Convention de Vienne et les traités pour les immunités. Rappelons que Guillaume Soro est poursuivi par la justice française sur une plainte de Michel Gbagbo pour enlèvement, séquestration, traitements inhumains et dégradants lors de la crise post-électorale en 2011. Que pensent les Ivoiriens de cette affaire qui oppose le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, à la justice française? Suivons quelques réactions recueillies par notre correspondant Chris Paten à Sémian. Il faut que le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, aille devant cette justice-là qui lui soumet un mandat d'amener pour qu'il puisse répondre de ses actes. Maintenant, plus il constatant qu'il n'a rien à voir avec cette histoire, alors la justice française décidera de le relaxer. Par-dessus tout, c'est le président de l'Assemblée nationale. Donc il bénéficie d'une certaine immunité. Et dans le cadre de cette procédure, je pense que ce n'est pas le premier voyage de M. Soro Guillaume en France. Pourquoi c'est maintenant qu'il est arrêté et pourquoi c'est maintenant qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui? S'il n'a rien à se reprocher, qu'ils disent la vérité aux Ivoiriens, voilà, pour qu'on ait les idées plus claires dans cette histoire. Au lieu de laisser les médias raconter ceci, cela, c'est mieux que Guillaume Soro lui-même il puisse raconter la vérité à tous les Ivoiriens. C'est une affaire de justice. Là, c'est la justice. Quand la justice se mêle à un problème, je crois bien que on doit la laisser faire, doit la laisser aller au bout. Soro n'est pas n'importe qui. Il faut qu'ils apprennent à nous respecter. C'est tout ce qu'on demande à l'État français. Il faut que la justice française respecte l'État de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se foutre de notre président de l'Assemblée nationale. Les Rwandais voteront le 18 décembre par référendum sur une révision constitutionnelle. Cette dernière devrait notamment permettre au président Paul Kagame d'être candidat à un nouveau mandat et de rester à la tête de l'État pour 17 ans supplémentaires. Cette annonce a été faite par le gouvernement. Les Rwandais se trouvant à l'étranger voteront le 17 décembre et ceux résidant au Rwanda le 18 décembre, indique le communiqué. Le Sénat rwandais avait adopté à l'unanimité fin novembre après la Chambre des députés fin octobre, une réforme de la Constitution de 2003 permettant au président Kagame de briguer un nouveau mandat en 2017. Afin d'être définitivement adoptée, cette réforme doit être soumise à un référendum dont l'issue laisse peu de place au suspense compte tenu de la faiblesse de l'opposition. Allons à présent en Centrafrique où 30 candidats participeront à l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu le 27 décembre prochain. L'annonce a été faite hier mardi à Bangui par la Cour constitutionnelle de transition qui a rejeté 14 candidatures dont celle de l'ex-président François Bozizé renversé en mars 2013 et sous le coup de sanctions internationales. Les détails. Plusieurs poids lourds de la classe politique, dont Martin Ziguélé, Anissé Georges Dologuélé ou encore Karim Mekassoua, figurent parmi les candidats dont les dossiers ont été validés par la Cour constitutionnelle de transition. 14 candidatures ont été rejetées, dont celle de l'ex-président François Bozizé, renversé en mars 2013 et sous le coup de sanctions internationales. Quant à la présidente de transition Catherine Samba Panza, elle ne pouvait juridiquement être candidate.
La Cour a également examiné les dossiers des candidats aux élections législatives qui se présentent dans les 141 circonscriptions du pays. Le premier tour des élections présidentielles et législatives est officiellement prévu le 27 décembre prochain. Ces scrutins, plusieurs fois reportés en raison essentiellement de la situation sécuritaire, doivent marquer le retour à une normalité institutionnelle dans le pays, plongé dans une crise sans précédent depuis les massacres intercommunautaires de fin 2013 et début 2014. L'organisation pratique des scrutins s'annonce complexe, notamment pour préparer et acheminer le matériel électoral dans tout le pays. Des rebelles tenant des zones de province ont menacé de s'opposer à la tenue de ces élections. Dès dimanche prochain, les Centrafricains sont appelés une première fois aux urnes pour un référendum sur l'adoption d'une nouvelle constitution. Restons collés à cette actualité centrafricaine pour dire que des barricades ont été brièvement érigées et des tirs entendus durant quelques heures mardi à Bangui après l'annonce des candidatures retenues pour participer à la présidentielle du 27 décembre et le rejet de celle de l'ex-président François Bozizé sous le coup de sanctions internationales. Dans le centre-ville, la situation était surtout tendue dans les quartiers périphériques de la capitale, non loin de l'aéroport et proche des fiefs des Anti-Balaka. Tout l'après-midi, un hélicoptère a survolé la ville. Mais d'après des sources sécuritaires, le calme est revenu à la tombée de la nuit. Pendant ce temps, au Bénin, il se tient un séminaire bilan sur la transition de l'analogique au numérique dans les pays d'Afrique francophone. Les travaux ont démarré hier mardi et prendront fin vendredi prochain. Le point à travers ce reportage de Génial Afouda et Juste Dorissou. L'accord de Genève 2006, inscrit dans un traité conclu par l'ensemble des États de la zone 1 de l'Union internationale des télécommunications, prévoit que ces États membres devaient achever leur transition le 15 juin 2015. Un délai que n'ont pas respecté tous les États concernés. D'où cette concertation des acteurs de la transition de l'audiovisuel, de l'analogique vers le numérique dans l'espace francophone. À travers ce séminaire, l'OIF invite ces acteurs à faire un bilan sur la dite transition. La grande majorité des pays n'ont pas réussi à respecter les délais qui étaient au 15 juin 2015 pour basculer de l'analogique vers le numérique. Pour des raisons techniques, des raisons institutionnelles, des raisons financières, ce n'est pas facile pour ces pays. Donc l'OIF est là pour les accompagner, pour faire le point. Quelles sont les difficultés et comment les aider? Comment aider les États à pouvoir faire les réformes nécessaires pour aller de l'avant. Au nombre des pays ayant réussi le passage de l'audiovisuel de l'analogique vers le numérique dans l'espace francophone, la Tanzanie, l'île Maurice, le Rwanda, la Namibie, le Mozambique et le Malawi. Sur un tout autre registre, les importantes sécheresses causées par le phénomène climatique El Niño ont aggravé la crise alimentaire qui touche l'Éthiopie. Conséquence, plus de 5 millions d'enfants vont devoir faire face à d'importantes pénuries alimentaires et 400 000 autres sont menacés de malnutrition aiguë en 2016, selon l'ONG Save the Children. Reportage. Champs de maïs séchés sur le sol poussiéreux, des récoltes sèches, échouées et irrécupérables, des agriculteurs qui marchent sur leurs terres désespérés, ou d'autres encore contemplant une culture de tomates qui a échoué. La saison agricole 2015 en Éthiopie est un véritable désastre. Plus loin, le bétail dans la région est touché par la sécheresse et des fosses sont remplies d'animaux morts. Environ 11 millions d'enfants sont menacés par la faim, la maladie et la pénurie d'eau en Afrique de l'Est et en Afrique australe, suite à la montée en puissance d'El Niño. L'aide que nous avons reçue n'est pas suffisante pour nourrir les 8 membres de la famille pendant 15 jours. Nous sommes déjà exposés à la famine. À moins que le gouvernement ne prenne des mesures supplémentaires pour faire face à la situation et distribuer de l'aide, nous allons finir par être affamés et mourir de faim. Il n'y a plus de bétail, plus de chèvres. Nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre de l'aide. La situation dans laquelle on se trouve maintenant est très critique.
Les récoltes ont échoué et les tomates que nous avons plantées aussi. Nous n'avons rien maintenant. Nous sommes dans une situation très mauvaise. Outre les risques immédiats de mort et de traumatisme, El Niño peut entraîner une augmentation importante des cas de maladies comme le paludisme, la dengue, la diarrhée et le choléra, qui sont les principales causes de décès chez les enfants. Parmi les pays les plus éprouvés par El Niño figure la Somalie, où plus de 3 millions de personnes ont besoin d'assistance face à des récoltes insuffisantes et à une pénurie alimentaire. L'Éthiopie, où quelques 8 200 000 de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire et 350 000 enfants ont besoin de soutien nutritionnel. L'Indonésie, les nations du Pacifique, l'Amérique centrale, le Pérou et l'Équateur sont également touchés. El Niño est un phénomène climatique lié au réchauffement des eaux de surface de l'océan Pacifique qui peut profondément affecter les conditions météorologiques du monde entier. Kodjovia, mettons-nous bonjour. Bonjour candidat. Alors dites-nous, quel est le menu de la revue de presse de ce jour? Voilà, nous allons parler du Bénin avec la présidentielle en cours. Nous irons également en Centrafrique pour constater juste au lendemain de la proclamation de la liste des candidats ce qui a survenu et puis également le rapport de l'ONU en République démocratique du Congo. Eh bien, je vous retrouve juste après ceci. Merci. Sébastien Germain Adjavon est-il bel et bien candidat à la présidentielle au Bénin? Je vous le disais dans un instant, donc la politique sera donc du devant de l'actualité au Bénin et tournera donc autour de la présidentielle. Le confrère de la matinée, supposé désistement de Sébastien Germain Adjavon au profit de Lionel Dissou. Et si le contraire se produisait, s'interrogeait le journal. Adjavon, un nom qui séduit, qu'il ne dérange, clame le confrère de la matinée. D'ailleurs, Claudine Prudencio signe et insiste sur le choix de l'homme. Le confrère de la matinée revient sur le choix des forces Kori pour un Bénin émergent et fait remarquer que le candidat de l'unité des forces Kori pour un Bénin émergent est de plus en plus contesté. Soleil levant, Nicéphore Dieudonné Soglo s'oppose à la candidature de Lionel Zissou. La nouvelle tribune, candidature des forces Kori pour un Bénin émergent. Marcel de Souza s'oppose donc également au choix de Lionel Zissou. La source de l'info, rumeur annonçant probable désistement de Sébastien Germain Adjavon au profit d'un autre candidat, faux. L'homme de Djefa ira bel et bien à la conquête de la Marina. Sur un tout autre registre, le Bénin connaît des avancées en matière de technologie. La source de l'info rapporte la bonne nouvelle, celle de distinction pour la solution technologique des transports du Bénin, STTB. C'est une œuvre des gardes-côtes américains, 24 heures au Bénin. La STTB distinguée pour sa contribution au respect du code ISP. Jimmy Lassisi et sa structure, après donc le trophée top 100 de l'UEMOA, le 21 octobre dernier, vient encore de s'illustrer positivement. La Centrafrique prépare les élections du 27 décembre. La publication de la liste des candidats a déchaîné des violences dans la capitale Bangui. Tout à fait. Dans 2 semaines, donc, les Centrafricains se rendront aux urnes pour élire le président de la République. 30 candidats sont sur la ligne de départ, sauf Bozizé. Dès la publication de la liste, il y a eu des tensions à Bangui, écrit Le Monde Afrique. Il sera suivi de Jeunes Afrique qui notent en plus des tensions, des tirs et barricades après l'annonce des candidatures donc, à cette présidentielle. Pendant ce temps, les 4 militaires français impliqués dans le dossier de viol ont été entendus hier à Paris. BFM TV rapporte que l'un d'entre eux a été placé en garde à vue. Et puis en RDC, un dernier rapport de l'ONU accuse les autorités de violation des droits de l'homme. Tout à fait. Les autorités s'offusquent d'ailleurs contre les récents rapports de l'ONU. Et pourtant, écrit Le Monde Afrique, les massacres continuent à l'est de la République démocratique du Congo. Jeune Afrique revient sur les violences et citant le rapport de l'ONU, il titre RDC, recrudescence des violations des droits de l'homme commises par les autorités. Lesquelles autorités, surtout provinciales, doivent démissionner, écrit Congo Time. En effet, suite donc au naufrage sur le lac Kivu, le journal voit clairement la responsabilité du gouvernement provincial, d'où il appelle à sa démission. Kodjovia Metonou, merci. Merci à vous aussi. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi se referme cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.